un milliardaire découvrit que le professeur secret de son fils était la fille de la domestique, et ce qu'il fit ensuite laissa tout le monde sans voix. À seulement 12 ans, Clara menait 2 vies, l'une dans un petit appartement étroit de Paris, où les factures médicales impayées, dues à des soins spécialisés non couverts après la mort de son père, s'empilaient chaque mois, toujours plus haut, et l'autre à l'intérieur d'un somptueux hôtel particulier en banlieue parisienne qu'elle ne pourrait jamais appeler chez elle. Elle était la fille de la femme de ménage formée à devenir invisible, à ne jamais être vue ni entendue. Pourtant, Clara portait un secret, un don capable de transformer la vie du fils en échec du milliardaire. Elle risqua tout pour le partager. Mais lorsque son puissant père découvrit la vérité, leurs vies ne furent plus jamais les mêmes. Une fillette de 12 ans astiquait un cadre en argent qu'elle ne pourrait jamais se permettre d'acheter. Elle n'était pas seulement la fille de la domestique, elle était la gardienne silencieuse d'un secret qui pouvait sauver une vie, mais qui pouvait aussi détruire tout ce pourquoi sa mère avait travaillé. Clara suivit du doigt le bord de la photographie avec son chiffon. À l'intérieur du cadre en argent massif, la famille Harel souriait. Monsieur Guillaume Harel se tenait droit, le visage sévère, même sur une photo posée. Madame Harel n'était plus là, un fantôme dans une robe élégante, et leur fils Étienne se tenait à leur côté, les yeux perdus au loin. Le reflet de Clara n'était qu'un faible miroitement sur le verre, une fille aux cheveux blonds pâles et aux yeux qui voyaient trop. Elle n'appartenait pas à ce monde. Elle n'était qu'un élément du décor, comme le bourdonnement de la climatisation ou le parfum de cire au citron. Sa mère Hélène travaillait dans la pièce voisine avec un rythme calme et infatigable. Le doux va-et-vient de la serpillière sur le marbre était la bande-son de la vie de Clara. Elles formèrent une équipe. Hélène frottait et Clara époussetait. Hélène récurait et Clara faisait briller. Elles traversaient l'immense hôtel particulier des Harel, comme des fantômes, laissant derrière elles une propreté étincelante. Leur vraie vie se trouvait à plusieurs kilomètres dans un petit appartement, aux murs fins, où une pile d'enveloppes blanches reposait sur la table de la cuisine. Chaque enveloppe rappelait les médecins, les examens, les médicaments. Chacune pesait sur les épaules fatiguées de sa mère. La dette était un monstre silencieux qui dévorait leur nourriture avant elle et volait le sommeil des yeux d'Hélène. Ce travail était leur bouée de sauvetage. Monsieur Harel payait bien. C'était un homme dur, un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Il exigeait la perfection dans ses affaires, comme dans sa maison. Une seule trace sur une vitre pouvait lui arracher un mot sec. Un vase cassé pouvait signifier le renvoi. Chaque matin, Hélène répétait à sa fille « Baisse la tête, fais ton travail, ne te fais pas remarquer et ne fais pas de bruit ». Clara excellait à devenir invisible. Elle avait appris à marcher sans un son, à observer le monde du coin de l'œil. Elle voyait tout la tristesse sur le visage de la cuisinière. Quand elle parlait de son fils parti à l'étranger, les faux sourires des jardiniers, adressés à Monsieur Harel. Et plus que tout, elle voyait Étienne. Étienne Harel avait 12 ans, tout comme elle. Mais son univers était fait de professeurs particuliers, de gadgets coûteux et du lourd poids des attentes de son père. Clara le voyait souvent dans l'immense bibliothèque, une pièce plus grande que tout leur appartement. Il restait assis, un manuel ouvert, les yeux fixés sur les motifs complexes du plafond. Il n'était pas stupide, Clara le savait. Il était simplement perdu. Les professeurs particuliers se succédaient, repartant chacun avec un geste d'impuissance. Un mardi après-midi, le calme de l'hôtel particulier fut brisé. La voix de Monsieur Harel
résonna depuis son bureau, la lourde porte en chêne, étouffant à peine sa colère. C'est la 3e mauvaise note ce mois-ci. Étienne Harel n'échoue pas. Nous bâtissons, nous dirigeons. Nous n'obtenons pas de C en histoire. Clara se figea dans le couloir, un plumeau serré dans la main. Sa mère lui lança un regard d'avertissement, une supplique silencieuse pour qu'elle continue et disparaisse. Mais Clara ne put bouger. La voix d'Étienne était faible, à peine un murmure. « J'essaie, papa. Je ne comprends juste pas. Les dates, les noms, tout se mélange. » « Des excuses, tonna Guillaume Harel. Ton arrière-grand-père a combattu dans une guerre. Mon père a bâti une entreprise à la force de ses mains. Et toi, tu n'es même pas capable de te souvenir de l'année de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'en ai assez. Encore une seule mauvaise note, et tu iras à l'Académie militaire de Saint-Cyr. Ils feront de toi un homme. Ils t'enseigneront la discipline. » La menace flotta dans l'air froide et tranchante. Clara avait entendu le personnel chuchoter au sujet de Saint-Cyr. C'était un endroit sévère, une école où l'on envoyait les garçons pour les corriger. Le silence qui suivit pesait plus lourd que les cris. Clara perçut un léger reniflement, puis le son de la porte du bureau qui s'ouvrait. Étienne sortit le visage pâle et les yeux rouges. Il ne vit même pas Clara, en passant devant elle avant de monter en courant le grand escalier. Monsieur Harel se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage d'orage. Il aperçut Clara et plissa les yeux. « Que fais-tu planté là? Retourne au travail. »« Oui, monsieur, » murmura Clara, le cœur battant, à tout rompre. Elle s'éclipsa rapidement, mais l'image du visage abattu d'Étienne resta gravée dans son esprit. Plus tard dans la journée, Clara le retrouva dans la bibliothèque. Il était affaissé dans un grand fauteuil en cuir, un livre d'histoire, ouvert, mais ignoré sur ses genoux. Il avait pleuré. Lorsqu'elle entra, il leva les yeux, l'expression défensive, s'attendant à être moquée. Clara ne dit rien. Elle se contenta de marcher vers une étagère proche et fit semblant d'épousseter une rangée de classiques reliés cuir. Le silence s'étira entre eux. Enfin, elle parla d'une voix si douce qu'elle n'était qu'un souffle. Ce n'était pas un roi. Étienne fronça les sourcils perplexes. « Quoi? Le chapitre que tu lis ?» dit Clara, en hochant la tête vers son livre sans le regarder. « Louis XVI, tu le considères comme un roi de contes de fées. Il ne l'était pas. C'était un politicien avec une couronne. Il perdait pied, et il était terrifié à l'idée de perdre son royaume parce que cela le ferait paraître faible aux yeux des autres puissances d'Europe. » Étienne se redressa légèrement. Il passa du livre à la petite fille blonde, au chiffon à poussière. « Comment tu sais ça? »« Je lis, » répondit-elle simplement. « Quand ma mère nettoie, ici je lis les livres que tu as déjà terminés. » Elle marqua une pause, puis prit un petit risque. « Tu essaies de mémoriser des dates. Ne mémorise pas, comprends l'histoire. Pourquoi se battait-il? Le peuple n'était pas seulement en colère contre les impôts. Il était furieux parce qu'il se sentait comme les enfants du roi, et le roi le traitait comme des étrangers. C'était une querelle de famille, une grande dispute désordonnée qui s'est terminée par un divorce. » Pour la première fois de la journée, une lueur de compréhension traversa le visage d'Étienne. Il baissa les yeux vers la page. Une querelle de famille avait plus de sens qu'une liste de décrets et de proclamations. Clara sentit un élan de courage. L'image des enveloppes blanches sur la table de leur cuisine lui revint en mémoire, le visage fatigué de sa mère, les larmes d'Étienne. Une idée folle et dangereuse germa. « Je pourrais t'aider, » murmura-t-elle. Étienne la fixa. « M'aider.
Mon père paie des milliers d'euros pour les meilleurs professeurs particuliers de la ville. Ils n'y arrivent pas. Ils essaient juste de te bourrer la tête de faits, répondit Clara. Ce n'est pas apprendre, c'est empiler des briques. Il faut voir comment elles s'assemblent pour construire la maison. Elle fit un pas de plus. Retrouve-moi ici demain, après le départ de la cuisinière. Avant que ma mère et moi ayons fini, personne ne le saura. C'était une offre imprudente. Si on les surprenait, sa mère serait renvoyée. Elle perdrait tout. Mais Clara regarda le visage désespéré d'Étienne et y vit le reflet de sa propre détresse silencieuse. Ils étaient tous deux prisonniers simplement dans des cages différentes. Étienne garda le silence un long moment. Il contempla l'immense bibliothèque, une pièce qui lui avait toujours semblé une prison. Il observa cette étrange fille tranquille, qui semblait comprendre plus dans un murmure que ses professeurs dans une heure de cri. « D'accord, dit-il enfin, demain. » Le lendemain, la bibliothèque avait une atmosphère différente. L'air était chargé de conspiration. Clara arriva avec un plateau d'argenterie qu'elle devait ranger. Étienne était déjà là, arpentant nerveusement la pièce. « Mon père m'a donné un contrôle surprise ce matin, » marmonna-t-il. « Je l'ai à peine réussi. Le prochain test est vendredi, sur la Révolution française. » Tout le programme. Clara hocha la tête, l'expression calme. « Très bien, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Elle posa le plateau sur une grande table et prit un sucrier. « Voici la France, » dit-elle. Puis elle attrapa 12 cuillères en argent et les disposa en un groupe éloigné du bol. « Ce sont les provinces. » Étienne observait intrigué. La France, le sucrier veut le sucre, l'argent des cuillères. Elle en a besoin pour payer une guerre coûteuse qu'elle vient de mener contre l'Angleterre. Elle saisit un lourd chandelier en argent. « Ceci, c'est l'Angleterre, » poursuivit-elle en utilisant l'argenterie pour reconstituer tout le conflit. La salière devint le roi. Le moulin à poivre représenta un meneur révolutionnaire, obstiné. La prise de la Bastille fut rejouée en basculant une cuillère dans une tasse de thé. Ce n'était pas un cours, c'était une histoire, un jeu de stratégie joué avec un argent étincelant. Pour la première fois, Étienne ne se contentait pas d'entendre parler du passé. Il le voyait. Il se mit à poser des questions. Alors si cette cuillère est Paris, où a eu lieu le premier coup de feu, Clara montra du doigt. Ici, à la Bastille, un petit endroit. Ce n'était pas une grande bataille. C'était plus comme une dispute qui a dégénéré, mais c'était l'étincelle. Ils travaillèrent 1 heure. Clara n'éleva jamais la voix. Elle ne le traita jamais d'idiot. Quand il se trompait, elle réarrangeait simplement la scène et disait « Regarde sous un autre angle ». Quand sa mère l'appela, Étienne expliquait déjà le rôle de la flotte anglaise en utilisant un saucier. Il regarda Clara les yeux écarquillés d'un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. « Je crois que je comprends. »« Vraiment ?» demanda Clara, avec un léger sourire. « Tu avais juste besoin d'une meilleure carte. » Ils se retrouvèrent chaque jour de la semaine. Clara utilisait tout ce qu'elle avait sous la main. Elle traçait des cartes sur des tables poussiéreuses, puis les effaçait. Elle expliquait des théories économiques complexes à partir des listes de courses de la cuisinière. Elle lui enseignait la stratégie de bataille en utilisant des feuilles tombées dans le jardin. Elle ne répétait pas simplement des faits d'un livre. Elle reliait chaque concept au monde réel, les rendant vivants et palpables. Elle apprenait aussi à le connaître. Il n'était pas doué pour mémoriser, mais il avait une mémoire visuelle exceptionnelle. Il comprenait les systèmes, savait voir comment chaque élément influençait l'autre. Personne n'avait jamais pris la peine de le découvrir. Tous
ne voyait que ses mauvaises notes. Le vendredi, Étienne entra dans le bureau de son père pour passer son contrôle. Clara, dans le couloir, astiquait les poignées d'un grand vase chinois, le ventre noué. Elle entendait le léger grattement de la plume d'Étienne, puis un long silence angoissant. Enfin la porte s'ouvrit. Étienne sortit. Il regarda droit Clara, et l'espace d'un instant, lui adressa un infime signe de tête presque imperceptible. Il ne sourit pas. Il n'osa pas, mais Clara comprit. Quelques minutes plus tard, M. Guillaume Harel surgit du bureau. Il ne criait pas, cette fois. Son visage était un masque de stupeur absolue. Il tenait le test d'Étienne à la main. Il passa devant Clara sans un regard marmonnant pour lui-même. 18 sur 20. Comment est-ce possible? Clara expira lentement sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. Ses mains tremblaient. Ils avaient réussi. Ils avaient trompé la vigilance. Mais en observant le dos de Guillaume Harel, s'éloigner un nouveau sentiment s'insinua, non pas le soulagement, mais une crainte glaciale. Un homme comme lui n'acceptait pas les miracles. Il les disséquait. Bientôt son regard fouillerait chaque recoin de cette maison impeccable, en quête d'une explication, en quête d'elle. Ce soir-là, de retour dans leur petit appartement, Clara s'assit près de la fenêtre contemplant les lumières de Paris. Sa mère dormait déjà épuisée par la longue journée. Sur ses genoux reposait un vieux livre relié de cuir. C'était son unique possession précieuse. Ce n'était pas un roman, mais un journal rempli de notes manuscrites, de cartes et de schémas. Sur la page de garde en encre pâlie, un nom général, Elias Croft, son arrière-grand-père. Les gens l'appelaient héros de guerre, une légende. Pour Clara, il était un professeur. Il était mort bien avant sa naissance, mais son esprit vivait dans ses pages. Il écrivait sur l'histoire, la stratégie, la nature humaine. Il croyait que tout problème, sur un champ de bataille ou ailleurs, pouvait être résolu si l'on apprenait à le voir sous tous les angles possibles. Clara lisait son journal depuis qu'elle était assez grande pour comprendre les mots. C'était son secret, son héritage, la source de son étrange compréhension du monde. Elle caressa de son doigt sa signature. Il avait été un grand homme, un chef, et elle était sa descendante, cachée dans l'ombre, à polir l'argenterie d'un riche. Elle avait utilisé son savoir pour aider Étienne. Mais ce faisant, elle était sortie de l'ombre un peu, et elle savait avec une certitude glaciale que le milliardaire l'observait. Le jeu était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer. La note parfaite d'Étienne au prochain contrôle d'histoire ne fut pas un soulagement, ce fut un signal. Guillaume Harel n'avait pas bâti sa fortune en acceptant les choses telles quelles. C'était un homme qui cherchait la faille dans le diamant, le truc dans la magie. Son fils, un garçon, qui avait du mal à se souvenir de son propre numéro de téléphone, réussissait désormais des examens sur les subtilités de la Convention constitutionnelle. Cela n'avait aucun sens. Les chiffres étaient faux. Il commença à observer, son regard d'ordinaire fixé sur les cours de la bourse, et les rapports financiers scrutaient maintenant sa propre maison avec l'intensité d'un faucon. Il observa les professeurs particuliers, hors de prix, écoutant leurs méthodes. C'étaient des sergents instructeurs de données, forçant la mémorisation par répétition. Il vit le regard d'Étienne se voiler ses épaules, s'affaisser, tandis qu'il parlait. Ce n'était pas là l'origine du changement. Son attention se tourna vers le personnel. La cuisinière fidèle depuis 20 ans connaissait plus de secrets de sauce que de Socrate. Les jardiniers étaient des experts en pH du sol, pas en sciences politiques. Les chauffeurs restaient discrets. Tous étaient des rouages loyaux et prévisibles d'une machine bien huilée.
Puis il y avait la femme de ménage Hélène, une travailleuse exemplaire, efficace, discrète, presque invisible, et sa fille, Clara. La fillette était un fantôme. Elle glissait à travers les pièces, petite ombre blonde avec son chiffon à poussière. Il ne l'avait presque jamais remarqué, mais maintenant, oui. Il commença à voir des détails qu'il avait toujours ignorés, un livre légèrement déplacé dans la bibliothèque, une trace de poussière de craie, près de l'abri de jardin, ressemblant étrangement à une carte des provinces françaises. Des choses dérisoires. Mais Guillaume Harel savait que les empires et les mystères se bâtissent souvent sur des détails dérisoires. Un après-midi, il rentra plus tôt que prévu. Il n'emprunta pas l'entrée principale. Il contourna la maison, ses chaussures, en cuir de luxe silencieuses, sur la pelouse parfaitement entretenue. À travers les hautes fenêtres de la bibliothèque, il les vit. Ils étaient assis par terre, entourés de livres, mais ils ne lisaient pas. Clara tenait dans la main un petit galet poli. Étienne en avait un autre. Elle expliquait quelque chose, la voix trop basse, pour être entendue, le visage sérieux et concentré. Elle poussa son galet en avant. Étienne répondit, en faisant glisser son propre galet sur le bois verni. Ce n'était pas une leçon. Cela ressemblait à un jeu de guerre. Derrière un grand chêne, Guillaume Harel observait le cœur battant d'un étrange mélange de colère et de curiosité brute. Qui était donc cette fille, cet enfant de sa domestique qui se déplaçait avec la tranquille assurance d'un général commandant ses troupes sur un champ de bataille d'acajou poli? Il les regarda presque 10 minutes, tandis qu'elle expliquait, gesticulait, guidait son fils dans ce qui ressemblait à une stratégie militaire complexe. Et Étienne, lui, n'écoutait pas seulement, il était captivé. Ses yeux brillaient, sa posture était alerte. Il défendait un argument, pointait un livre, puis revenait au galet. Il apprenait. Guillaume ressentit une douleur aiguë et inconnue dans la poitrine. Un sentiment qu'il ne sut d'abord nommer la jalousie. Son fils, qui se fermait en sa présence, qui accueillait ses discours d'un mur de silence maussade, était là, vivant, et animé avec la fille de la femme de ménage. Lui, Guillaume Harel, payait la meilleure éducation que l'argent puisse acheter. Mais le véritable professeur était une fillette de 12 ans qui faisait briller son argent. L'injustice avait un goût amer. Pourtant, l'homme d'affaires, en lui, était intrigué. C'était un atout qu'il n'avait pas prévu. Il recula de la fenêtre avant qu'il ne le remarque. Il n'entra pas en trombe. Il ne congédia pas Hélène. C'eût été trop simple, trop maladroit. Il avait besoin de plus d'informations. Il devait comprendre la source du savoir de cet enfant. Il gagna son bureau et passa un appel téléphonique. C'était pour un détective privé qu'il gardait en permanence pour enquêter sur ses rivaux. « J'ai un nouveau sujet pour vous », dit Guillaume d'une voix basse et glaciale. « Une enfant. Elle s'appelle Clara. Sa mère s'appelle Hélène. C'est ma domestique. Je veux tout savoir. École, amis, famille, chaque recoin de sa vie. Et je veux que ce soit fait discrètement. Personne ne doit savoir que je cherche. » Il nous surveille, chuchota Étienne le lendemain. Ils étaient cachés dans une petite alcôve du jardin, à l'abri d'un grand rosier. Le sang de Clara se glaça. « Comment le sais-tu »« Je le sens, » répondit Étienne. « Il est différent. Il me pose des questions sur l'école, mais il n'écoute pas vraiment les réponses. Il me regarde comme s'il essayait de lire dans ma tête. » Il donna un coup de pied à un caillou sur l'allée. Il a trouvé la carte que j'avais dessinée dans mon carnet. Celle que tu m'avais montrée sur les blocus navals. Il n'a rien dit. Il l'a juste regardée longtemps, puis il l'a reposée. Clara sentit un nœud de peur se resserrer dans son ventre. Monsieur Harel était un chasseur.
Elle avait vu dans les documentaires d'affaires qu'elle regardait en ligne la façon dont il traquait les couloirs de son entreprise. Il ne s'arrêtait jamais avant d'obtenir ce qu'il voulait. Et maintenant, il chassait leurs secrets. « Nous devons être plus prudents, » murmura-t-elle. « Prudents, » ricana Étienne, la peur le rendant téméraire. « Ou peut-être qu'on devrait simplement tout lui dire que tu es une meilleure professeure que tous ceux qu'il a engagés. » « Et faire renvoyer ma mère, » répliqua Clara, la peur se changeant en colère. « Tu ne comprends pas. Le monde de ton père a des filets de sécurité. Le mien n'a rien. Seulement ma mère, seulement ce travail. Si nous perdons ça, nous perdons tout. L'appartement, les médecins. » Elle s'arrêta consciente d'en avoir trop dit. La colère d'Étienne s'éteignit, remplacée par une expression de honte. Les médecins. « Ta mère est malade. » Clara détourna le regard vers les rosiers parfaitement taillés. « Les factures médicales, » dit-elle doucement, « à cause de mon père avant sa mort. » Elle parlait rarement de lui. C'était un soldat, un homme discret revenu de la guerre, avec des blessures invisibles. Ces blessures s'étaient aggravées, se transformant en une maladie qui l'avait consumé de l'intérieur et leur avait laissé une montagne de dettes. C'était la raison de leur présence, ici vivant dans l'ombre de la fortune des Harel. Étienne resta silencieux. Il n'avait jamais songé à l'endroit où Clara allait lorsqu'elle quittait le domaine. Il n'avait jamais imaginé qu'elle avait une vie, une histoire, des problèmes qui faisaient paraître sa peur de l'académie militaire, bien petit et enfantin. « Je suis désolé, » dit-il, et il le pensait. Clara haussa légèrement les épaules, un geste triste. « C'est comme ça. » Et elle le regarda droit dans les yeux. « Alors tu comprends pourquoi nous ne pouvons pas nous faire prendre. Nous ne pouvons pas. » Il hocha la tête, un nouveau sérieux sur son jeune visage. Ce n'était plus un simple jeu. Il ne s'agissait plus de notes, il s'agissait de la vie de Clara. Leur prochaine leçon porta sur les sciences, une matière qu'Étienne détestait encore plus que l'histoire. Le sujet qu'était l'électricité. Son manuel était une forêt dense de schémas et d'équations. « Je n'y arriverai pas, Clara, » dit-il déjà vaincu. « Ce ne sont que des gribouillis et des chiffres, ça ne veut rien dire. » Clara regarda le livre. Elle pensa au journal de son arrière-grand-père. Il n'était pas scientifique, mais c'était un maître des systèmes. Il écrivait sur les lignes d'approvisionnement, les réseaux de communication, le flux d'informations sur un champ de bataille. Elle referma le manuel. « Oublie le livre, allons à la cuisine. » Déconcerté, Étienne la suivit. La cuisinière était partie pour la journée. La vaste cuisine en acier inoxydable était vide et silencieuse. Clara ouvrit un tiroir et en sortit une pomme de terre. Puis elle trouva 2 pièces différentes, une de 1 centime et une de 5 centimes dans un petit vide-poche près du téléphone. Elle dénicha aussi un bout de fil électrique dans un tiroir de bricolage. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Étienne. « Nous allons fabriquer une pile, » répondit simplement Clara. Elle enfonça les 2 pièces dans la pomme de terre, une de chaque côté, puis fixa un petit morceau de fil à chaque pièce. Ensuite, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle alla au garde-manger et revint avec la montre numérique d'Étienne, celle que son père lui avait offerte pour son anniversaire. Un objet de technologie valant plus que tout ce que possédait la famille de Clara. « Tu es folle !» siffla Étienne. « C'est ma montre. »« Fais-moi confiance, » dit-elle, le regard concentré sur sa tâche. Elle toucha délicatement les 2 fils au contact de la pile, à l'arrière de la montre. L'écran numérique, qui était éteint, se ralluma en clignotant. Des chiffres pâles s'illuminèrent dans la lumière tamisée de la cuisine. Étienne écarquilla les yeux. Comment ?
Ce n'est pas de la magie, expliqua Clara, la voix pleine d'une excitation tranquille. C'est un circuit. L'acide de la pomme de terre réagit avec les deux métaux différents, le cuivre de la pièce d'1 centime et le nickel de la pièce de 5 centimes. Cette réaction crée un minuscule flux d'électrons. Ce flux, c'est l'électricité. C'est une rivière. Et la montre n'est qu'une roue à eau qui utilise la force de cette rivière pour tourner. Elle leva les yeux vers lui. Tu n'as pas besoin de mémoriser les formules, Étienne. Tu dois juste voir la rivière. Il fixa la pomme de terre, puis sa montre, puis Clara. Les schémas complexes de son manuel prirent soudain tout leur sens. Ce n'étaient plus de simples gribouillis. C'étaient des cartes de la rivière. Ils passèrent l'heure suivante à transformer la cuisine ultramoderne des Harel en un laboratoire improvisé. Ils utilisèrent des citrons et des pommes pour alimenter une petite LED. Clara expliqua les conducteurs et les isolants en utilisant une cuillère en métal et une cuillère en bois. Elle rendait l'abstrait tangible. Elle transformait la science en une expérience que l'on pouvait tenir dans sa main. À l'étage dans son bureau, Guillaume Harel était assis à son bureau. Le rapport préliminaire du détective privé reposait devant lui. Il était succinct. Clara était une élève discrète aux notes moyennes, pas d'amis notables. Sa mère Hélène avait un dossier de travail impeccable. Son mari défunt, le sergent Michel Croft, ancien militaire décoré, était mort 2 ans plus tôt, d'une maladie liée au service. Le rapport mentionnait les dettes médicales, importantes, laissées derrière lui. Un portrait d'une vie simple, ordinaire, difficile. Rien qui n'expliquait les jeux de guerre sur le plancher de la bibliothèque. Rien qui n'expliquait le 18/20 en histoire. Et certainement pas le fait que son fils était en ce moment même en train d'apprendre les courants électriques grâce à une pomme de terre dans la cuisine. Guillaume avait installé, 1 mois plus tôt, un nouveau système de sécurité ultramoderne, incluant des enregistreurs audio discrets dans les pièces principales de la maison. Il ne les avait pas encore activés. Cela lui avait semblé une violation de son propre foyer. À présent, il appuya sur un bouton de sa console. Le petit haut-parleur sur son bureau grésilla. Il pouvait entendre leur voix faible mais claire venant de la cuisine. Donc le fil est le lit de la rivière, disait Étienne, sa voix pleine du frisson de la découverte. Et les électrons sont l'eau, et la pile, c'est quoi? La source de montagne, exactement, répondit la voix de Clara. Et un interrupteur, c'est un barrage. Tu peux l'ouvrir ou le fermer pour contrôler le flux. Guillaume s'adossa à son fauteuil en cuir, les doigts croisés devant lui. Il écouta longtemps, très longtemps. Il n'espionnait pas seulement une séance de tutorat secrète. Il écoutait son propre fils prendre vie. La froide colère qu'il avait ressentie se transforma peu à peu en quelque chose de bien plus complexe, une sorte d'émerveillement et une question profondément troublante. Qui était donc cette fille? Il reprit le rapport du détective privé, sergent Michel Croft. Il tapa ce nom sur son ordinateur. Un vieil article de presse apparut. Une histoire de héros local. Sur la photo figurait un jeune soldat au visage sérieux, mais aux yeux doux, et à ses côtés, un homme beaucoup plus âgé, en uniforme militaire, couvert de décorations. La légende l'identifiait. Général Elias Croft, grand-père de Michel Croft. Le sang de Guillaume Harel se glaça. Le général Elias Croft, le fantôme d'Ardan, stratège militaire légendaire, maître tacticien, dont les ouvrages étaient étudiés dans les grandes écoles militaires, un véritable héros national. Guillaume leva les yeux de l'écran vers le haut-parleur, sur son bureau, où l'arrière-petite-fille du général expliquait la science à l'aide d'une pomme de terre, et soudain,
tout s'éclaira. Le nom résonnait dans le bureau opulent et silencieux. Général Elias Croft, Guillaume Harel, eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. C'était un homme qui se fiait aux faits, aux projections de marché, aux risques calculés. Mais ceci ressemblait à un roman. Le sang d'un esprit militaire, légendaire, d'un génie, de la stratégie et de la psychologie humaine coulait dans les veines de la jeune fille qui époussetait ses meubles. Cette enfant discrète, presque invisible dans ses couloirs, était l'héritière d'un brillant héritage. Il coupa le flux audio de la cuisine. Le silence soudain fut assourdissant. Guillaume fixa la photographie sur son écran. Le vieux général se tenait droit et fier, le regard perçant malgré le grain noir et blanc. Puis il imagina Clara petite et blonde, expliquant une pile à pommes de terre avec la même concentration troublante dans les yeux. C'était comme regarder les deux extrémités d'un télescope. D'un côté un héros national, de l'autre une enfant pauvre et endettée, et pourtant la même lumière d'intelligence farouche brillait à travers les deux lentilles. Son premier réflexe, celui qui avait fait de lui un milliardaire, fut d'y voir une ressource, un atout inexploité. Cette fille, ce prodige caché à la vue de tous, était la clé pour libérer le potentiel de son fils. Il pouvait l'utiliser, la payer, contrôler la situation et la façonner à son avantage. Une simple transaction d'affaires. Mais une seconde sensation plus complexe suivit. C'était la même gêne qu'il avait ressentie, en les observant depuis la fenêtre du jardin, la morsure de l'échec paternel. Il avait offert à son fils tous les avantages, richesses, statut, les meilleures écoles. Et rien n'avait fonctionné. Une fillette de 12 ans armée seulement d'un vieux journal et d'un nom illustre avait réussi là où ses millions avaient échoué. Elle n'avait pas seulement enseigné des faits à Étienne, elle l'avait atteint, elle avait rallumé un feu dans l'esprit de son fils, un feu que Guillaume craignait depuis longtemps éteint. Comment mettre un prix sur cela? Comment en faire une simple affaire? Et une troisième pensée plus froide et plus tranchante s'insinua. Cette fille était une Croft. Son arrière-grand-père avait commandé des armées déjouées des ennemis sur la scène mondiale, et elle, à sa manière silencieuse, le déjouait ici même, dans sa propre maison. Le secret. L'usage ingénieux d'objets ordinaires, la façon dont elle avait identifié et exploité le mode d'apprentissage unique de son fils, c'était une véritable campagne magistrale d'instruction clandestine. Il était le roi de son château, et une force puissante agissait en secret sous son toit. Il ne se sentait pas seulement comme un père défaillant, il se sentait comme un commandant dépassé. Guillaume Harel n'aimait pas être pris de vitesse. Il ne les confronterait pas encore. Une approche directe les ferait s'éparpiller comme des oiseaux. La fille se refermerait dans son silence, et son fils érigerait des murs de ressentiment plus hauts que jamais. Non, un homme comme le général Elias Croft ne se serait pas lancé tête baissée dans un camp ennemi. Il aurait sondé ses défenses, testé sa force. Guillaume décida d'en faire autant. Il préparerait une nouvelle épreuve, un défi qu'aucun professeur ordinaire, et certainement aucun enfant, ne pourrait anticiper. Il verrait jusqu'où allait réellement ce génie hérité. Le soir suivant, Guillaume fit venir Étienne dans son bureau. La pièce avec son bois sombre, ses étagères imposantes et l'immense bureau en acajou qui servait de trône était conçu pour intimider. « Tes notes se sont améliorées », commença Guillaume, d'une voix dénuée de chaleur. C'était une constatation, pas un compliment. Tes résultats en sciences et en histoire sont acceptables. Étienne se tint droit devant le bureau, les mains jointes derrière le dos s'attendant à la suite. Mais la vie, Étienne se n'est pas mémorisé le passé,
c'est façonner l'avenir, c'est voir l'échiquier entier, pas seulement la case devant toi. Il ouvrit un tiroir et sortit un ordinateur portable, fin et élégant, qu'il fit glisser sur le bureau poli. C'est un programme de simulation le même utilisé dans les meilleures écoles de commerce. C'est un scénario de crise géopolitique. Tu es le dirigeant d'un petit pays riche en ressources. Tes voisins deviennent agressifs. Tu as des différends commerciaux, des menaces militaires et des troubles politiques internes. Tu as une semaine. Ton objectif est de traverser la crise sans effondrer ton économie, ni déclencher une guerre. Le programme notera chacune de tes décisions. Étienne fixa l'ordinateur comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Son cœur se serra. Ce n'était pas un test de connaissance, c'était un test d'instinct, de stratégie des qualités, qu'il s'était toujours cru incapable de posséder. C'était une épreuve taillée pour son père, pas pour lui. Je n'y connais rien, balbutia-t-il. Tu apprendras, répondit Guillaume d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte, c'est ta façon de penser. Ne me déçois pas. Congédié Étienne prit l'ordinateur et sortit du bureau comme un condamné marchant vers l'échafaud. Il trouva Clara dans le couloir, en train d'essuyer soigneusement les plaintes. Elle leva les yeux et sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle, ses épaules affaissées de découragement. « Il sait », chuchota Étienne, la voix tendue par la panique. « Il doit savoir. Il m'a donné un test impossible, un piège. Il veut que j'échoue pour pouvoir m'envoyer ailleurs. » Plus tard, caché dans le jardin d'hiver, rarement utilisé au fond du domaine, il ouvrit l'ordinateur. L'écran s'illumina d'une interface complexe, des cartes superposées de mouvements de troupes, des flux d'actualités, décrivant des sanctions économiques et des fenêtres surgissantes, exigeant des décisions immédiates, surtout des tarifs douaniers à l'espionnage. C'était écrasant, un véritable raz-de-marée d'informations. « Je n'y arriverai pas, » dit Étienne en repoussant l'ordinateur. « C'est trop. Il se passe 100 choses en même temps. » Clara regarda l'écran, le visage impassible. Elle ne voyait pas le chaos. Elle voyait un système, un réseau complexe de causes et d'effets. C'était simplement une version plus vaste des couverts, sur la table de la bibliothèque, une échelle plus grande de la pomme de terre dans la cuisine. Elle pensa au journal de son arrière-grand-père, au chapitre sur la gestion des ressources et la stratégie diplomatique. Il écrivait que tout conflit aussi vaste, soit-il n'était qu'une conversation. Il fallait simplement en comprendre la langue. « Oui, tu peux », dit-elle doucement. Elle rapprocha l'ordinateur. « Ne regarde pas tout en même temps. C'est ce qu'ils veulent. C'est conçu pour te faire paniquer. Quelle est la première règle en cas de crise ?» Étienne secoua la tête. « Information manquante », répondit Clara. « Tu ne bouges pas tant que tu ne connais pas le terrain. Nous n'avons pas besoin de résoudre le problème tout de suite. Nous devons d'abord le comprendre. » Pendant l'heure suivante, ils ne firent aucun mouvement dans la simulation. À la place, Clara guida Étienne à travers les données. Il lurait les dossiers sur les dirigeants rivaux. Elle lui montra comment repérer les biais dans les flux d'actualité. Elle lui fit cartographier les chaînes d'approvisionnement des ressources les plus précieuses de son pays. « Ton père a parlé d'une crise géopolitique, » dit Clara, en pointant un graphique montrant la dépendance de leur nation aux importations de céréales. « Mais regarde, c'est une crise des ressources. Ton plus grand ennemi n'est pas le pays avec l'armée à ta frontière. C'est celui qui te vend ta nourriture. Ils ont tout le pouvoir et ils n'ont pas besoin de tirer un seul coup de feu. » Une lueur s'alluma dans les yeux d'Étienne. Il revoyait la rivière. Il s'était tellement concentré sur les signaux rouges des menaces militaires
qu'il avait complètement ignoré l'étouffement économique silencieux, mais mortel. Depuis son bureau, Guillaume Harel les observait sur un flux vidéo de la véranda qu'il avait activé. Il s'attendait à voir la panique. Il s'attendait à ce qu'Étienne abandonne. Au lieu de cela, il regarda fasciné la fille de sa domestique déconstruire sa coûteuse simulation d'école de commerce avec la précision calme et méthodique d'un maître horloger. Elle ne disait pas simplement à Étienne quoi faire. Elle lui apprenait à voir. Elle lui donnait les outils pour penser comme une Croft. Pour la première fois de sa vie, Guillaume ressentit un frisson de peur. Cette fille n'était pas seulement intelligente. Elle n'était pas seulement douée. Elle était puissante. Et il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il devait faire d'elle. Ils travaillèrent en secret chaque jour de la semaine. Ils devinrent une équipe. Étienne, avec son talent naturel pour comprendre les systèmes, commença à anticiper les mouvements. Clara, avec sa profonde connaissance stratégique, guida leur orientation générale. Ils utilisèrent des expressions tirées du journal. Ils appelèrent leur stratégie la barrière patiente. Axée sur des alliances défensives et une stabilité économique plutôt que sur une posture militaire agressive. Ils trouvèrent une solution peu évidente, investissant leur capital politique limité dans la technologie agricole pour rompre leur dépendance aux importations alimentaires étrangères. C'était une solution à long terme peu glorieuse que l'intelligence artificielle agressive de la simulation n'avait pas prévue. La veille de l'échéance, ils exécutèrent leur dernier mouvement. La simulation traita les résultats et un seul score apparut à l'écran, 98% d'issue optimale atteinte. Étienne fixa l'écran, puis regarda Clara. Il n'était pas seulement soulagé, il était fier. « Nous l'avons fait », souffla-t-il un large sourire sincère, illuminant son visage. Clara lui rendit un sourire rare sans défense, dans cette petite victoire partagée. Le fossé entre le fils du riche industriel et la fille de la domestique disparut complètement. Ils n'étaient plus que deux enfants alliés et amis. Mais quand Étienne referma l'ordinateur, le sourire de Clara s'effaça. Une nouvelle pensée inquiétante avait germé. Le test n'avait pas semblé aléatoire. Il avait paru spécifique. C'était un test de stratégie de vision d'ensemble, un test parfaitement adapté aux compétences qu'elle avait apprises dans le journal de son arrière-grand-père. C'était presque comme si M. Harel n'avait pas testé son fils. C'était comme s'il l'avait testé, elle. Et si c'était vrai, cela signifiait qu'il connaissait leurs secrets. Il les avait observés depuis le début. Le jeu qu'il croyait jouer était terminé. Un autre bien plus dangereux allait commencer. Guillaume ne regardait pas l'ordinateur. Ses yeux étaient fixés sur son fils, un regard si intense qu'il en devenait presque palpable. Il avait vu le score de 98% apparaître sur son propre écran 10 minutes plus tôt. Il avait observé toute la séquence finale de leur stratégie. Le résultat n'était pas seulement un succès, c'était un chef-d'œuvre élégant et inattendu de diplomatie et de prévoyance. C'était une solution dont il aurait lui-même été fier. « Tu n'as pas fait ça tout seul », dit Guillaume. Ce n'était pas une question. Le dos d'Étienne se raidit. C'était le moment l'accusation. Il s'était préparé, avait répété ses dénégations avec Clara. Mais en croisant le regard omniscient de son père, les mensonges se flétrirent sur sa langue. « Non », répondit Étienne, d'une voix calme mais ferme. « Je n'ai pas fait ça seul. » Une lueur surprise respecte traversa l'expression sévère de Guillaume. Il s'était attendu à un mensonge. La vérité est un premier coup intéressant. Fais-la entrer, ordonna Guillaume d'une voix posée mais tranchante. Le cœur d'Étienne battit contre ses côtes.
Papa, non, c'était mon... Fais-la entrer, Étienne, répéta Guillaume, sa voix descendant dans un calme dangereux. Maintenant. Étienne se tourna et alla vers la porte. Clara se tenait dans le couloir, en train de lustrer une lampe en laiton, comme si c'était la tâche la plus importante du monde. Son visage était pâle, mais son regard résolu. Elle savait que ce moment arriverait. Ils se regardèrent longuement. Aucun mot n'était nécessaire. Étienne haussa légèrement les épaules, impuissant, et elle lui répondit d'un minuscule hochement de tête rassurant. Il lui tint la porte. Clara entra dans la tanière du lion. Elle s'arrêta au centre de la pièce, une petite silhouette blonde, dominée par les hautes étagères, et l'imposant homme derrière le bureau. Elle ne baissa pas les yeux. Elle croisa directement le regard de Guillaume Harel. À cet instant, elle n'était plus la fille de la domestique. Elle était l'arrière-petite-fille du général Elias Croft, et elle ne se laisserait pas intimider. Guillaume désigna la chaise en face de son bureau, celle habituellement réservée aux rivaux d'affaires ou aux avocats d'entreprise. « Assieds-toi. » Clara s'assit, les pieds à peine posés au sol. Il joignit les doigts, les yeux rivés sur son visage. « La barrière patiente », dit-il, les mots tombant dans le silence, comme des pierres dans un puits. Une stratégie typique des Croft, défensive patiente, fondée sur la résilience économique plutôt que sur la force militaire. Une exécution magnifique. Où as-tu lu ça? Le sang de Clara se glaça. Il ne savait pas seulement qu'elle avait aidé. Il savait comment. Il connaissait la source. Dans un journal, un livre de famille, répondit-elle dans un souffle. En effet, dit Guillaume avec un sourire sans joie. Il ouvrit un tiroir et fit glisser un dossier sur le bureau. Sur le dessus se trouvait la photo granuleuse du général Croft. Un livre de famille, je suppose. La partie était terminée. Inutile de se cacher davantage. Clara hocha simplement la tête, les yeux fixés sur l'image de l'arrière-grand-père, qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qu'elle connaissait intimement. Pendant 6 semaines, continua Guillaume d'une voix basse et contrôlée, tu as opéré dans ma maison. Tu as donné à mon fils une éducation clandestine. Tu as utilisé ma propriété, mon temps et mon fils. Tout cela sans ma permission. Tu as menti. Tu t'es caché. Et tu as trahi la confiance que ma famille avait placée en ta mère. Selon toute logique, cela justifierait un renvoi immédiat. Hélène serait congédiée. Vous seriez toutes deux escortées hors de cette propriété dans l'heure. Clara tressaillit, comme s'il l'avait frappée. La menace nue et brutale planait dans l'air. C'était la fin. Les enveloppes blanches, sur la table de la cuisine, défilèrent dans son esprit. Le visage fatigué, confiant de sa mère. L'échec, la ruine. Elle le regarda, la peur, se mêlant soudain à un élan de défi. Ce que vous aviez engagé pour Étienne ne fonctionnait pas, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Les tuteurs, les exercices, ils essayaient de construire un mur brique par brique sans lui montrer à quoi ressemble une maison. Il n'est pas stupide. Il apprend juste différemment. Je n'ai pas trahi votre confiance. J'ai aidé votre fils. Guillaume se pencha en avant. Tu as fait plus que l'aider, dit-il d'une voix encore plus basse. Tu lui as appris à penser. Tu lui as donné une confiance que j'ai tenté d'acheter pour lui toute sa vie. Ce qui m'amène à mon problème. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Je pourrais renvoyer ta mère. Je pourrais envoyer Étienne dans une école militaire demain et engager une nouvelle équipe d'experts. C'est le chemin simple, logique. Mais je suis un homme d'affaires et je ne jette pas des atouts précieux. Et toi, Clara Croft, tu es l'atout le plus précieux que j'ai rencontré depuis très longtemps. Clara le fixa déconcertée.
Ce n'était pas la conversation à laquelle elle s'était attendue. Guillaume poursuivit, s'adossant à son fauteuil. « Je ne vais pas renvoyer ta mère. En fait, je vais lui donner une augmentation importante. Je vais aussi régler chaque euro de la dette médicale de votre famille. Les enveloppes blanches cesseront d'arriver. Ta mère pourra enfin dormir la nuit. » Clara sentit la pièce vaciller. Le poids qui avait écrasé sa famille pendant des années, le monstre qui hantait leur petit appartement, anéanti en une seule phrase. C'était un miracle. C'était la réponse à toutes les prières qu'elle avait murmurées dans l'obscurité. Mais elle savait avec la froide certitude d'une Croft que ce n'était pas un cadeau. C'était une transaction, une cage dorée de générosité. « Quel est le prix ?» demanda-t-elle la voix à peine audible. Le mince sourire de Guillaume revint. « Il n'y a pas de prix. Il y a un contrat. Tu deviendras la stratège académique officielle d'Étienne. Tu travailleras avec lui chaque jour. Tu auras accès à toutes les ressources nécessaires, livres, ordinateurs, tuteurs, pour t'assister. Tu feras monter ses notes au plus haut niveau. Et tu le prépareras à diriger un jour mon entreprise. Tu le façonneras, tu le formeras, et tu lui donneras les outils pour réussir dans mon monde. En essence, tu continueras ce que tu fais déjà, mais tu le feras pour moi désormais. » Il laissa son offre flotter dans l'air. C'était tout ce dont elle avait jamais rêvé, la sécurité pour sa mère, la fin de leur pauvreté, la chance d'utiliser son intelligence. Devenir autre chose que la fille invisible, armée d'un simple chiffon à poussière. « Et si je dis non ?» demanda Clara, même si elle connaissait déjà la réponse. « Si tu dis non, » répliqua Guillaume, sa voix se glaçant, « alors mon offre initiale tient. Ta mère sera renvoyée, la dette restera, et je m'assurerai qu'elle ne trouve plus jamais de recommandation pour travailler dans une maison comme celle-ci. Vous perdrez tout. À toi de choisir. » Le piège s'était refermé, parfait dans sa cruauté. Il ne lui offrait pas seulement un avenir, il utilisait la sécurité de sa mère comme levier. Il avait trouvé sa seule faiblesse, son amour pour sa mère, et il l'écrasait de toute sa pression calculée. Accepter, c'était s'enchaîner à lui et à son fils, devenir un outil de son grand dessein. Refuser, c'était condamner sa mère à une vie de lutte et de désespoir. Ce n'était pas une offre d'emploi, il achetait son esprit, sa loyauté, son avenir. « J'ai besoin d'en parler à ma mère, » dit-elle, cherchant à gagner du temps, l'esprit en ébullition. « Il n'en est pas question, » coupa Guillaume aussitôt. « Ta mère ne doit rien savoir des détails de cet accord. Pour elle, je me contente de lui offrir une augmentation en remerciement de son excellent travail, et je t'ai engagé comme simple compagne et tutrice pour Étienne. La vérité de cette conversation reste entre ces murs. C'est une condition non négociable. » Il l'isolait, s'assurant qu'elle n'ait personne vers qui se tourner, personne à qui se confier. Elle devait devenir son arme secrète, et les armes secrètes n'ont pas d'alliés. Clara regarda au-delà de lui par la grande fenêtre derrière le bureau. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel, de nuances d'orange et de violet. Le monde, au-delà de cette pièce, était vaste et plein de possibilités. Mais à l'intérieur, les murs se refermaient. Son arrière-grand-père avait affronté des armées ennemies. Il avait pris des décisions de vie ou de mort pour des milliers d'hommes. Et maintenant, elle, sa dernière descendante, faisait face à son propre champ de bataille, ici dans le bureau de cet homme riche. Le choix qu'elle ferait déterminerait le destin de la seule personne qui comptait pour elle. Elle pensa aux mains de sa mère rugueuse et gercée par des années de ménage chez les autres. Elle pensa aux soupirs silencieux de sa mère au milieu de la nuit, ce son de soucis qui ne dormait jamais. Guillaume Harel lui offrait de guérir cela, d'offrir la paix, et le seul prix
serait sa liberté. Elle regarda de nouveau le milliardaire, les yeux clairs et froids. La décision était prise. « D'accord, » dit-elle, « j'accepte. » Le contrat changea tout et ne changea rien. En surface, la vie continua comme avant. Hélène nettoyait toujours le manoir, avec sa tranquille efficacité, son visage désormais libéré, des profondes rides d'inquiétude qui l'avaient marqué pendant des années. Elle croyait que son augmentation était une récompense pour son service et l'effacement soudain et miraculeux de leur dette, un acte de charité anonyme, peut-être d'anciens camarades militaires de son défunt mari. Elle se déplaçait d'un pas plus léger, et parfois le son de son fredonnement emplissait les immenses couloirs. Pour Clara, ce son était à la fois un réconfort et un rappel constant douloureux du prix payé. Pour Clara et Étienne, leurs leçons secrètes étaient désormais officielles. Ils travaillaient dans la bibliothèque, sans plus se cacher dans la véranda ou derrière les rosiers du jardin. La dynamique, toutefois, avait fondamentalement changé. Guillaume Harel était un partenaire silencieux, toujours présent dans leurs séances. Souvent, assis dans son large fauteuil de cuir près de la cheminée, éteinte, il feignait de lire des rapports financiers, mais son attention était une force palpable dans la pièce. Il n'intervenait jamais, n'offrait ni éloge ni critique. Il observait simplement ses yeux, ne manquant rien. C'était une évaluation constante, déstabilisante. Clara n'était plus seulement une amie aidant un ami. Elle était une employée avec un objectif précis, un Étienne Harel nouveau et amélioré. La joie de leur découverte partagée était désormais teintée de la pression de l'attente. Elle avait accès à toutes les ressources imaginables. Des livres rares arrivaient du jour au lendemain. Du matériel scientifique avancé était installé dans une pièce transformée en laboratoire. Si elle mentionnait un intérêt pour la cartographie, une collection de cartes anciennes apparaissait le lendemain. Elle détenait les clés d'un royaume de savoir. Mais une cage même dorée restait une cage. Étienne, de son côté, s'épanouissait sous ce nouvel arrangement. Libéré de la menace immédiate de l'école militaire et de la honte de ses échecs, son intelligence naturelle, autrefois endiguée, se mit à couler librement. Avec Clara pour guide, il dévorait des matières qu'il avait autrefois détestées. Il n'apprenait pas seulement l'histoire, il la débattait. Il ne se contentait plus d'expérimenter, il concevait ses propres expériences. Il devenait le fils que Guillaume avait toujours voulu, mais la transformation n'était pas entièrement celle que le père avait prévue. Une nouvelle confiance grandissait en Étienne, mais ce n'était pas la confiance arrogante et impitoyable de son père. C'était une assurance tranquille et solide, enracinée dans une véritable compréhension, et sa loyauté que Guillaume pensait acquise, pour lui en tant qu'architecte de ce nouveau monde, était donnée librement et entièrement à Clara. Il voyait le sacrifice qu'elle avait fait, le poids invisible qu'elle portait derrière son expression calme. Il savait qu'elle n'était pas seulement sa tutrice, elle était sa protectrice, son alliée, sa seule véritable amie. Il voyait les barreaux de la cage dorée, même si elle faisait semblant qu'ils n'existaient pas. Un après-midi, environ un an après le début de leur arrangement, Étienne travaillait sur un problème complexe d'économie imposé par son père. Il s'agissait d'une prise de contrôle hostile d'une petite entreprise. « Ça n'a aucun sens », dit Étienne en repoussant les papiers avec frustration. « Nous allons les détruire. L'entreprise est petite, mais innovante, et elle traite bien ses employés. Le plan de papa est de l'acheter, de la dépouiller de ses brevets, puis de licencier la moitié des salariés. C'est cruel. » Clara examina les documents. Elle reconnut la stratégie, efficace, brutale et hautement rentable.
C'était une manœuvre classique de Guillaume Harel. Ce n'est pas une question de cruauté, Étienne, dit-elle en écho à la logique froide qu'elle avait apprise en un an sous son regard. C'est une question de victoire. La grande entreprise survit et se renforce en éliminant la plus petite. Étienne répliqua, la voix montant. Ce n'est pas de la force, Clara. C'est juste de l'intimidation. N'est-ce pas ce que ton arrière-grand-père écrivait? Que la véritable victoire, c'est quand tu peux gagner sans avoir à détruire ton ennemi. Clara fut prise de court. Il utilisait ses propres leçons, la sagesse d'Elias Croft contre le monde même qu'elle était payée pour le préparer à affronter. Il avait raison. Bien sûr, le général croyait à la force, mais aussi à l'honneur. Il ne voyait aucune gloire dans une victoire moralement corrompue. Le monde de ton père obéit à d'autres règles, dit-elle doucement. Alors je ne veux pas y vivre, déclara Étienne. Il se leva et commença à arpenter la bibliothèque. Toute cette année, je croyais apprendre à être intelligent, mais j'apprends seulement à devenir comme lui, et je ne veux pas devenir lui. Il s'arrêta et regarda Clara les yeux suppliants. Et je ne veux pas que toi tu deviennes comme lui non plus. Ces paroles frappèrent Clara comme un coup physique. Elle regarda la tablette coûteuse dans ses mains, la vie confortable qu'elle menait maintenant. Avait-elle conclu un pacte avec le diable, non seulement pour la sécurité de sa mère, mais aussi pour elle-même? Avait-elle vendu son âme pour une cage de confort et de savoir, en essayant de sauver sa mère? S'était-elle perdue? La crise arriva une semaine plus tard. Guillaume convoqua Clara seule dans son bureau. Il se tenait près de la fenêtre contemplant les jardins parfaitement entretenus. Étienne a été admis au lycée préparatoire de Saint-Laurent, annonça-t-il sans se retourner. Il partira à l'automne. C'est le meilleur tremplin vers les grandes écoles. C'est la prochaine étape du plan. Le cœur de Clara se figea. Partir. Étienne allait partir. Sa base est solide, grâce à toi, poursuivit Guillaume en se tournant enfin vers elle. Ton travail ici est terminé. Ton contrat est accompli. Je prévois bien sûr une généreuse prime de départ. Un fonds, en fiducie, sera créé à ton nom. Toi et ta mère serez à l'abri pour le reste de vos vies. Vous serez libre. Libre, le mot sonnait, comme une condamnation. Libre de la cage dorée, oui, mais libre d'Étienne. Libre du but qui avait défini sa vie pendant plus d'1 an. Elle redeviendrait la fille de la femme de ménage, sauf qu'à présent, elle serait riche. Un fantôme avec un compte en banque bien garni. Et Étienne, demanda-t-elle, la voix tremblante. Je le lui ai dit ce matin, répondit Guillaume avec désinvolture. Il était ému, il s'en remettra, c'est pour son bien. Il doit être parmi ses pairs pour apprendre à les diriger. Il te détestera pour ça, dit Clara, une colère brute montant en elle. Tu lui enlèves la seule chose qui a jamais fonctionné pour lui. Tu lui enlèves son ami. Tu le remets dans une boîte simplement plus grande et plus chère. Pour la première fois, le masque de contrôle froid de Guillaume se fissura. Une lueur de fureur brute passa dans ses yeux. Je suis son père. Je sais ce qui est le mieux pour lui. Tu n'étais qu'un outil très efficace. Mais le travail est terminé. Tu n'es plus nécessaire. Un outil. Le mot resta suspendu froid et tranchant. Tout son travail, tout son dévouement, tous ses sacrifices réduisent à un simple objet jetable. Soudain, quelque chose en Clara se brisa. La fille calme et obéissante disparut, et l'arrière-petite-fille d'Elias Croft se dressa à sa place. « Non », dit-elle, sa voix, résonnant d'une autorité nouvelle. « Le travail n'est pas terminé. Vous pensez avoir gagné, monsieur Harel. Vous pensez avoir acheté la réussite de votre fils. Mais vous ne lui avez rien appris sur la chose la plus importante. Et qu'est-ce donc ?
ricana Guillaume. La loyauté, dit Clara les yeux flamboyants. Regardez, vous l'achetez, vous la vendez, vous la troquez. Vous pensez que c'est une marchandise, mais Étienne lui la donne. Il a appris à être intelligent grâce à moi. Oui, mais moi j'ai appris à être courageuse grâce à lui. Il a eu le courage de me faire confiance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Il a eu le courage de vous tenir tête à l'instant. Et vous êtes sur le point de tout jeter parce que vous êtes un lâche. Tu n'es pas en position de m'appeler lâche, siffla Guillaume. Ah non, répliqua Clara en avançant d'un pas. Vous avez peur. Peur que votre fils aime sa tutrice plus qu'il ne vous aime son propre père. Peur que la fille de votre employé ait réussi là où vos millions ont échoué. Peur de ne pas savoir comment créer un lien avec votre fils, alors vous tentez de le contrôler à la place. Elle l'avait touché en plein cœur. Elle le vit au raidissement de sa mâchoire, au blanchissement de ses jointures sur le bord du bureau. Elle avait dirigé ses mots comme des armes de précision vers la seule faille de son armure, son insécurité de père. « Vous pouvez l'envoyer dans cette école, » poursuivit Clara, la voix légèrement adoucie. « Et il réussira peut-être, mais il ne vous pardonnera jamais. Vous aurez un fils brillant qui vous méprisera, un héritier qui vous regardera avec dégoût. Vous aurez gagné la guerre, monsieur Harel, mais vous aurez perdu votre fils, et vous serez totalement, irrémédiablement seul. » Elle laissa ces derniers mots flotter dans le silence étouffant. Elle avait mis à nu tout le champ de bataille. Elle lui avait montré l'avenir vers lequel sa stratégie actuelle le conduirait. C'était la leçon la plus importante qu'elle ait jamais donnée. Guillaume Harel resta debout derrière son bureau, une longue minute angoissante. Il regarda cet enfant incroyable, impossible, qu'il avait percé à jour, qui avait démantelé toute sa philosophie de vie en quelques phrases simples et terriblement vraies. Il leva les yeux vers la porte du bureau entr'ouverte. Il savait qu'Étienne se tenait là. Il savait que son fils avait entendu chaque mot. Guillaume s'effondra dans son fauteuil, la force semblant s'échapper de lui. Le milliardaire, le titan de l'industrie, le commandant impitoyable paraissait vieux, fatigué, vaincu. « Que veux-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. « Je ne veux rien de vous, » répondit Clara. « Mais votre fils veut un père, pas un PDG, pas un sergent instructeur, un père. » Elle se tourna et quitta le bureau. Étienne était dans le couloir, les yeux écarquillés, pleins de larmes. Il regarda Clara, puis l'homme brisé dans le bureau, puis de nouveau Clara. Elle lui adressa un petit sourire triste. « C'est à toi de jouer maintenant, » murmura-t-elle. Puis elle s'éloigna dans le grand couloir. Son travail était vraiment, enfin, terminé. Dans le silence qui suivit, un choix fut fait. Guillaume Harel n'envoya pas Étienne au lycée préparatoire. Au lieu de cela, il fit la chose la plus difficile de sa vie, il céda. Il se mit à dîner avec son fils, non pas en commandant, qui débriefe un subordonné, mais en père. Il posa à Étienne des questions sur sa journée, et pour la première fois, il écouta réellement les réponses. Il demanda à Étienne de lui enseigner et d'expliquer ce qu'il apprenait, avec Clara. Peu à peu, maladroitement, ils commencèrent à construire un pont, au-dessus du vaste gouffre silencieux qui les séparait depuis des années. Le contrat de Clara fut déchiré. À la place, Guillaume lui offrit un nouveau document, une bourse complète couvrant toute sa scolarité du lycée, jusqu'à l'université de son choix, n'importe où dans le monde, sans condition, sans attache. Ce n'était pas un paiement, mais un cadeau, des excuses, une trêve. Sa mère, Hélène, reçut le poste de régisseuse de la maison, avec un salaire qui lui permettrait de ne plus jamais se soucier d'argent. Elle n'était plus seulement la femme de ménage, elle était un membre respecté de la vie de la famille.
Clara resta la meilleure amie d'Étienne. Ils étudièrent ensemble non plus comme tutrices, et élèves, mais en égaux. Ils se poussèrent, l'un l'autre, se mirent au défi et se préparèrent ensemble pour l'avenir. Par un après-midi d'automne vif, 2 ans plus tard, Clara se tenait avec Étienne et Guillaume sur un campus universitaire baigné de soleil. C'était le premier jour de Clara. Elle avait été admise par ses propres mérites dans le prestigieux programme d'histoire et de sciences politiques de l'université. Guillaume Harel, l'homme qui avait autrefois tenté d'acheter son esprit, portait maintenant fièrement ses livres. Debout près d'un grand chêne, Guillaume se tourna vers Clara, son visage marqué d'une gratitude profonde et humble. « Tu m'as appris une leçon précieuse, Clara, » dit-il la voix chargée d'émotion. « J'ai passé ma vie à essayer de bâtir un empire de richesse et de pouvoir. Tu m'as montré que les biens les plus précieux ne sont pas ceux que nous possédons, mais les personnes que nous aimons. Tu n'as pas seulement sauvé mon fils, tu m'as sauvé moi aussi. » Clara regarda l'homme, puis son fils, qui était désormais son frère de cœur, et l'avenir radieux qui s'ouvrait devant eux. Elle pensa à la petite fille, qui autrefois astiquait un cadre en argent qu'elle ne pourrait jamais se payer. Une gardienne silencieuse d'un secret. Ce secret n'avait pas détruit une famille comme elle l'avait craint. Il en avait reconstruit une. Il avait sauvé 3 vies. Elle se souvenait de l'enseignement de son arrière-grand-père. La plus grande victoire est celle que l'on remporte sans combattre. Mais elle avait découvert une vérité plus profonde, par elle-même, le plus grand pouvoir. Au monde n'est ni la connaissance, ni la stratégie, ni la richesse. C'est le courage de voir l'humanité chez les autres et de bâtir un pont vers elle, quel qu'en soit le prix. Et c'est ainsi que nous mettons fin à l'histoire pour l'instant. J'espère qu'en l'écoutant, vous avez pu un moment vous évader du quotidien. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant vous détendre après le travail, conduire tard le soir ou simplement vous reposer. Laissez un mot dans les commentaires, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nous nous retrouvions pour une autre histoire, un j'aime et un abonnement font toute la différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos récits, alors n'hésitez pas à laisser aussi vos impressions. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.